Le chevalier du guet ou les pérégrinations d'un garçon en fille. Chapitre 21. Marc et Jacques mènent l'enquête. Delestrin était dans son bureau au sud-est des bâtiments de la marine quand Marc arriva. Le soleil pénétrait droit dans la pièce et éclairait la porte sur laquelle était peinte une pêcheuse nu-pieds sur la grève, jupe relevée jusqu'aux genoux et arc-bouté sur un madrier. Les gens du coin, pas trop jeunes, savaient ce qu'elle faisait. Quand les flobards, ces bateaux coques de noix, rentraient de la pêche, il fallait le replacer sur le rail en bois du chariot à 2 roues, tiré par un cheval ou un petit tracteur. Pour ce faire, le flobard ne devait pas sortir complètement de l'eau pour en diminuer le poids. On plaçait bien la pointe de la proue à l'arrière du rail et la femme la soulevait avec le madrier tout en la guidant, tandis que le pêcheur à la poupe, cul au large, avec le soutien des dernières vagues du rivage, poussait un grand coup et le bateau glissait sur sa rampe. On criait et frappait un peu le canasson chaussé de planches pour ne pas s'enfoncer dans le sable mouillé. La bête hochait la tête, comme pour dire « j'ai compris », et tirait l'embarcation au sec. Marc fut ébloui en ouvrant la porte, et Delestrin vit son collègue apparaître en pleine lumière, comme un revenant. La porte refermée derrière lui, on aurait cru que la pêcheuse de la porte le poussait dans le dos. « Assieds-toi, lui dit Delestrin, j'ai des nouvelles. » « J'ai contacté le poste de Montauban. Ils ont vu ton gars. Mais tiens, tu peux l'appeler toi-même. Il est prévenu. Il s'appelle Bertrand. Bertrand d'Aubelard. Je te fais le numéro. » Il lui tendit le casque. Marc ne compta que 3 sonneries et entendit la voix énoncer, selon le protocole, l'identité du policier. Ce n'était pas des CRS là-bas. Et celle du commissariat, qui n'était en fait qu'un poste dépendant de celui de la sous-préfecture. Mais il était question de l'administration de restructurer tout ça. Marc se présenta et fit référence à Delestrin. « Ah, vous êtes le père ?» Marc soupira. « Oui, je suis le père de Pierre, Pierre-Yves-Marie Charbonnier. On me dit que vous avez des nouvelles de mon fils mineur. » Affirmatif. Sauf votre respect, il ne le sera plus dans 3 semaines. Qu'est-ce qu'il ne sera plus? Mineur? J'ai le rapport du contrôle devant moi. Il est du mois de mai. Et qu'est-ce qu'il dit, ce rapport, à part l'âge de mon fils? Il n'y a pas grand-chose. Ce n'est qu'une liste des personnes contrôlées. Je peux vous l'envoyer par la messagerie. Oui, mais qu'est-ce que vous savez de plus que son anniversaire? Je sais chez qui il habite. C'est moi qui l'ai contrôlé à la descente du bus avec mon collègue. À la descente du bus? Oui, à Montauban. C'était le début des restrictions de déplacement à cause du virus. Les décrets n'étaient pas encore publiés, mais on a fait pour ainsi dire de la prévention. C'est-à-dire qu'on contrôlait les domiciles des promeneurs et on informait les gens. Le couple était descendu à l'arrêt du jardin botanique, à La Fontaine.
On venait d'ailleurs de repérer un petit groupe connu sur le coin. Des petites crapules, mais un seul qui connaît le ballon. On sait où ils habitent, ceux-là. Bref, on demandait les papiers aux gens à la gare, aux arrêts de bus et sur le grand parking. On a bien été surpris quand on lui a contrôlé ses papiers à votre gars. On l'avait appelée mademoiselle. Une belle fille, bien foutue, qu'il avait dit mon collègue. On va lui demander ses papiers. Ce sera plus agréable que de questionner un gros qui pue. Et c'est vrai qu'elle était mignonne, avec ses cheveux noirs frisés et sa robe courte de printemps. Son copain lui tenait la main. Vous auriez dû écrire un rapport et l'envoyer à un éditeur. Vous auriez eu un prix à la rentrée. Et mon fils dans tout ça. C'était la fille. Quoi, la fille? Bon, oui. En regardant les papiers, on a dû lui demander de confirmer son genre. Et son copain riait sous cape. Je veux dire sous son masque en tissu. Marc était devenu un peu rouge. Et le ton de sa voix devenait agressif. Alors il faisait la fille, avec un mec? Non, pas vraiment. Parce que quand on a contrôlé le garçon, on a constaté que c'était une fille. Il y eut un silence pesant de presque 1 minute. Délestrin, derrière son écran, faisait mine de taper quelque chose au clavier et jeter des coups d'œil sur Marc. Marc demanda finalement s'il connaissait la fille. Oui, il la connaissait sur le coin. Mais il ne l'avait pas reconnue tout de suite, habillée comme ça. Et puis c'était plutôt les dames de la ville qui la connaissaient, à cause de la couture, parce qu'elle était connue pour ça au pays, une couturière. Oui, on connaissait son adresse, au lieu dit le Bois-Madeleine. Il n'y a qu'une maison, la sienne. Les gens disent la maison du chêne. C'est une maison en sucre et en pain d'épices, je parie. Elle s'appelle comment, cette sorcière? Catherine Laigné. Elle a à peine dépassé ses 18 ans. Sa mère a été tuée par un camion il y a 2 ans. La maison appartenait à son grand-père, un ingénieur des eaux et forêts. Mais il lui en a fait don l'an passé, avant de se caser tout seul dans une maison de retraite. Délestrin regarda Marc dans les yeux, et puis lui dit « Tu vois, il a trouvé chaussure à son pied, ton gars. » « Oui, avec une fille garçon manqué. » « Je dis ça, je dis rien, mais t'aurais préféré avec un garçon fille manqué? » On aurait presque cru à un grognement d'ours des Pyrénées du temps de la République espagnole. Marc, je te mets en récup dimanche, jusque dimanche. Va-t'en laver tes gants à le jeter. Marc était resté sans bouger sur sa chaise, et Délestrin le regardait aussi, en souriant de toutes ses dents blanches, et aussi de celles qui manquaient, à gauche derrière la canine. Immobile, on se serait cru au musée Grévin. Et puis Marc s'était levé, avait fait le salut militaire et dit « Merci, Mafieu ». Il fit le demi-tour réglementaire sur les talons, fit un pas vers la porte, et puis se retourna. « Eh, Mafieu ?» »« Oui, Marc. Pourquoi t'as jamais fait mettre une prothèse pour ta dent? J'en ai plein d'autres. Avec des dents pareilles, t'es comme une fille avec des belles jambes et qui en aurait perdu une. Alors ça lui ferait une belle jambe. » Marc hocha la tête, refit son demi-tour et quitta la pièce lentement, ferma la porte derrière lui et courut dehors, monta dans la voiture et démarra.
Il voulait passer par la maison avant d'aller jusqu'au Montauban. Il voulait en parler avec Hélène d'abord. Jacques avait sonné chez les charbonniers un peu avant 19 heures. La porte s'ouvrit et le carillon de Saint-Christophe égrena son petit air. La porte s'était ouverte doucement, hésitante, et Marie avait montré son nez dans l'entrebâillement, puis sa tête blonde, pas coiffée, et elle avait demandé en ouvrant la bouche toute grande « T'es qui, toi ?» Jacques, un copain de Pierre. Il l'avait entendu courir dans le long couloir carrelé en criant « Maman, maman, c'est un copain de Pierre !» Hélène était apparue au bout du couloir, en tablier, les manches retroussées, et des gants en caoutchouc rose sur les mains. Elle avait déjà entreaperçu Jacques à l'occasion de rencontres sportives auxquelles elle avait assisté. Le prénom lui était familier, et puis, un roux pareil, ça ne s'oublie pas. « Entre au salon, Jacques, je termine mon carrelage et j'arrive. Montre-lui, Marie. » Marie était revenue, toujours en courant. Elle avait ouvert la première porte à gauche au début du couloir et fait pénétrer Jacques dans la première partie du salon, celle que l'on fermait jadis, avec des grandes portes en accordéon, et où l'on faisait attendre les visiteurs sur des chaises Louis-Philippe. On y servait le thé, ou le café aussi. On ne fermait plus ces grandes portes depuis plus d'un demi-siècle. Elles avaient disparu d'ailleurs. Il n'en restait que les pommelles fixées sur les bâtis, encastrés dans les murs, et qui avaient survécu aux vagues culturelles comme des vestiges archéologiques. Mais on y mettait toujours des chaises chez les charbonniers, 4 avec des pieds et un dossier droit en bois laqué blanc, les mêmes qu'à la cuisine. Il y avait une table assez grande, qui avait dû être de style Henri IV, en bois noir et avec des traces de vernis. On lui avait coupé les jambes balustres à mi-hauteur pour en faire une table basse. Il y avait ce tapis rouge usé, avec comme des cheveux gris tout autour, et sur lequel Pierre avait l'habitude de jeter son sac en rentrant du lycée. Marie poussa une chaise vers Jacques et grimpa sur une autre pour le regarder en balançant les jambes sans rien dire, et les 2 mains posées l'une sur l'autre entre les genoux dans la toile de la robe. Jacques la regardait aussi. Hélène traversa le salon par l'autre bout, en s'essuyant les mains dans un essuie blanc strié de lignes rouges. Jacques se leva. « Bonjour, Jacques. Je t'ai vu sur le tapis au judo. Pierre n'est pas là, tu sais. »« Oui, je le sais, madame. C'est pour ça que je passe. Il est chez une copine vers la côte, mais je ne connais pas l'adresse. On veut aller chercher une copine du club qui a des problèmes dans sa famille, mais on ne connaît pas l'adresse exacte. Et puis, je voudrais aider Pierre. C'est mon copain. Son père est prévenu. Ils s'étaient disputés il y a une semaine. Vous savez où ils sont? On veut aller chercher Fatimata, son oncle et moi. Il y a eu des photos dans Internet et ça va mal dans la famille. J'ai entendu parler. Ils sont à Montauban, au Bois Madeleine, ça s'appelle comme ça. Il n'y a pas de numéro parce qu'il n'y a qu'une maison. Mais tu veux que je demande à Marc de ramener Fatimata en même temps? Non, Rachid, il dit que c'est mieux que j'y aille. Et en plus, il connaît Pierre. Il peut l'aider aussi. Pierre a confiance en lui. Son ancien prof de physique-chimie? Oui. Et toujours notre maître de judo. Merci beaucoup, je vais y aller parce que on voudrait arriver avant qu'il ne fasse noir.
Marie s'était agitée sur sa chaise. Son regard allait de Hélène à Jacques. Elle sauta de la chaise et courut vers Jacques. « Tu vas aller chercher Pierre ? Tu vas chercher Pierre ?» Elle regardait Hélène. « Pourquoi il est parti, Pierre ? Je veux aller voir Pierre. »« Il va revenir. Papa va le chercher. Je veux aller chercher Pierre. » Elle courut vers Jacques de nouveau et tira sur sa manche. « Je peux venir aussi. Je veux aller chercher Pierre. » Jacques restait là, debout comme un épouvantail secoué par le vent. Il regardait Hélène pour savoir ce qu'il devait faire. Mais Hélène ne savait pas non plus. Elle agrippa gauchement Marie par le bras, près de l'épaule, et la tira en arrière. « Allons, Marie, laisse Jacques tranquille. Papa s'en va chercher Pierre, il va revenir. » Hélène fut prise par surprise. Elle n'avait pas cru que ça puisse arriver. Il est vrai que Hélène n'usait jamais de force physique contre ses enfants encore petits. Marie regarda sa maman étonnée. Elle avait senti la prise de la main qui serrait sur son petit muscle et s'était dégagée violemment. « Moi aussi je vais partir. Je fais comme Pierre, cria-t-elle. Elle passa la porte du salon restée ouverte et Hélène entendit, médusée, la porte de la rue claquer et resta figée la bouche ouverte. Jacques regarda Hélène et courut à la rue. Il aperçut Marie. Elle passait le coin, au bout de la rue, en face de l'épicerie, et disparut. Marie s'arrêta à la porte cochère de la menuiserie Carpentier. La porte au fond de la cour était ouverte, et on entendait des coups de marteau et le glissement haché d'une scie à ruban. Ça sentait bon. Elle sentit quelque chose sur son épaule et crut un oiseau. Elle y posa la main et en sentit une autre. Elle leva la tête et vit une sorte de génie avec des cheveux qui brûlaient sans se consumer et des yeux d'émeraude. Il lui souriait. « On va aller le chercher ensemble, Pierre, t'es d'accord ? Pierre, c'est mon copain. » Chevalier du guet, 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 monsieur guet. Et que veut le chevalier, compagnon de la Magdeleine? Et que veut le chevalier, guet,